Alors, on est très heureux d'accueillir Jacques van der Straten, qui va nous parler de la 5G et des aspects de la santé qui sont vraiment importants aussi. Donc, Jacques est un médecin généraliste, docteur en sciences de la santé publique. Il a fait sa thèse sur les impacts des champs magnétiques sur la santé à l'ULB. Et il est membre aussi du Conseil supérieur de la santé. Donc, c'est un des grands spécialistes belges sur le sujet et on est très heureux qu'il soit là aujourd'hui. Voilà, Jacques, on te laisse. Merci, mais c'est plutôt à moi l'honneur en fait d'avoir été invité par vous ici. Et je dois dire que votre conférence commence fort et de façon vraiment intéressante. Je vais essayer d'être à la hauteur. Donc, peut-être aussi, comme le disait très bien Marius Gilbert en introduction, qu'il est important de se situer, notamment quand des questions sensibles comme celle de la santé sont abordées. Ce n'est pas la seule question sensible, hein, on vient de s'en rendre compte encore dans l'exposé précédent. Mais donc, ma position personnelle et en l'occurrence mes conflits d'intérêts, je n'en ai aucun, donc ce qui me met très à l'aise. Je ne suis ni pour ni contre la 5G, je n'ai aucune conviction, aucun a priori. Mes seules motivations ici sont la santé et la connaissance scientifique, la recherche en particulier. Et donc, je citerai quelques références qui sont disponibles sur demande pour tout un chacun. Et je voudrais dire d'emblée qu'en fait, à l'heure actuelle, et donc mon objectif sera de vous communiquer ce qui est certitude, incertitude et questions en suspens pour faire de l'info complète. Dire tout de même qu'à l'heure actuelle, on peut dire qu'il y a quasi-certitude d'innocuité concernant notre exposition quotidienne aux ondes de la 2G, 3G, 4G et bientôt 5G, mais qui pose d'autres questions, on va le voir. Mais il y a quasiment certitude d'innocuité en dessous d'un certain niveau d'intensité, qu'il n'y a aucune certitude de nocivité, quel que soit le niveau d'intensité de nos expositions quotidiennes, mais qu'il existe surtout des questions. Et que la 5G, finalement, donne davantage de relief à certaines questions. On va y venir. Alors, juste pour rappeler que le support de ces ondes des télécoms sont ce champ électromagnétique. Maintenant, nous parlerons essentiellement de la composante électrique dans cet exposé qui concerne les radiofréquences, champ électrique exprimé en volts par mètre, unité qui dira quelque chose à ceux qui se sont un jour intéressés à la question des normes dans notre pays en particulier, parce que nous sommes un des rares à avoir des normes d'exposition, donc qui font force de loi. Alors, les fréquences auxquelles on s'intéresse ici, donc, sont représentées sur le spectre électromagnétique, ce qui n'est jamais qu'une simplification de l'esprit parce qu'il n'y a quasiment aucune continuité si on considère les effets, les sources, etc. en fonction des fréquences, nos radiofréquences, donc qui s'étendent de 100 kHz à 300 GHz, donc au seuil des infrarouges. Pour la 2G, la 5G, on se concentre sur les bandes essentiellement UHF et SHF qui sont entre quelques centaines de mégahertz et quelques dizaines de gigahertz. C'est à ce niveau-là que l'on se situe. Alors, dire simplement que celles qui sont en usage actuellement sont grosso modo et essentiellement situées entre 1 giga et 2,4 gigas pour les applications que vous voyez là, y compris le Wi-Fi, mais qui va jusqu'à 5 gigas. Et que la 5G va nous introduire donc des ondes plus, celles qui poseront question, je dirais, en termes de santé, questions nouvelles, sont les ondes de fréquence plus élevée essentiellement. Il y aura la 700 MHz qui va utiliser les faisceaux stationnaires comme le son pose problème. Comment ? Est-ce que je suis bon là pour le coup ? Non, il faut juste mettre votre micro bien loin. Vous l'avez Loin. rapproché en fait. Vous avez levé votre coude. Il faut Oui, bien baisser. ok. Merci.
Et donc, voilà, le 700 mégas qui va utiliser le même beamforming que finalement les générations existantes, c'est-à-dire stationnaires, alors que les 3.6 et 26 GHz, eux, classiquement, seront émis par ces fameuses antennes MIMO que Jean-Michel nous a illustrées. Alors, est-ce que c'est une question qui fait sens d'abord de se poser la question de l'effet des radiofréquences et celle de la 2G, 3G, 4G, 5G sur notre santé? On peut dire, mais ce n'est pas une réponse univoque, oui, parce que ces radiofréquences n'ont jamais fait partie de notre environnement naturel, ou si peu, et en tout cas pas sous la forme d'ondes harmoniques sinusoïdes, comme on les connaît pour nos télécoms. Mais aussi, elles peuvent agir effectivement sur le vivant, en tout cas à partir d'une certaine intensité. Pour ce qui concerne les fréquences dont on ne parlera pas en dessous de 100 mégas, ce sera le champ magnétique qui retient l'attention en termes d'effets sur la santé par les courants induits qu'il génère avec effets neurophysiologiques. Mais nous retiendrons essentiellement ce type d'interaction qui constitue finalement le gros du débat, à savoir ce qui génère finalement les effets thermiques à partir de 100 mégas et jusqu'à quelques dizaines de gigahertz en tout cas, c'est-à-dire cet effet qui est dû au déphasage de l'oscillation essentiellement des dipôles des molécules d'eau, qui ne sont donc pas en résonance du tout, comme on entend parfois dire, avec les gigahertz de nos 2G, 3G, 4G ou de notre four à micro-ondes, mais qui, au contraire, à partir de ces fréquences-là, ne parviennent plus à osciller en phase avec le champ électrique de l'onde qui nous pénètre, et dès lors génèrent par friction des pertes qui finalement se transforment en vibration, en fréquence infrarouge et donc en échauffement. C'est un peu la viscosité de l'eau finalement qui génère ces pertes diélectriques. Alors, important à savoir, il n'y a pas de pouvoir ionisant dans cette gamme de fréquences, en 1 GHz. L'énergie intrinsèque, si on peut dire d'un quantum de rayonnement, c'est un terme qui est faux puisqu'on n'est pas dans du quantique ici, mais on est avec une énergie intrinsèque qui est 10 millions de fois trop peu que pour pouvoir générer cet effet d'ionisation et son cortège de lésions moléculaires. On pense à l'ADN et les effets cancérigènes. Et donc, on sera avec ici des effets de type déterministe, c'est-à-dire que on s'attend à avoir un seuil toxique, donc, et non pas les effets stochastiques qu'on connaît pour le rayonnement ionisant, où on sait que même la radioactivité naturelle a un impact et de façon incidemment, elle participe finalement à l'évolution des êtres vivants aussi, cette radioactivité naturelle, puisque même un quantum peut générer une lésion de l'ADN. Pardon. Alors, sur base quelle est la base finalement des recommandations, puisque je vous ai dit, nous sommes un des rares pays à avoir des normes, la plupart des autres pays du monde se réfèrent, pas tous, mais la plupart, aux recommandations de l'organisme international qui a à sa charge finalement l'édiction de ces recommandations, qui est une émanation de l'IRPA, que ceux qui connaissent le risque nucléaire, connaissent bien. Donc, l'ICNIRP est l'équivalent pour le non-ionisant et donc en particulier nos radiofréquences. Eh bien, cet ICNIRP va finalement retenir pour ces niveaux recommandés d'exposition de la population d'une part, de la population travailleuse d'autre part, eh bien, l'effet prévisible et mesurable qui est l'échauffement des tissus, qui est jugé à risque à partir de 1 degré d'augmentation de température, ce qui correspond à ce qu'on appelle un débit d'absorption spécifique, le DAS, qui s'exprime en watts par kilo.
de 4 watts par kilo pour le corps entier considéré. Alors, quel va être le niveau recommandé? Il sera différent selon qu'il s'agit de la population des travailleurs ou de la population générale. Ce sera ce niveau d'intensité prouvé à risque divisé par un facteur de sécurité qui sera de 50 pour la population générale et qui donne les chiffres qui vous sont représentés ici de 0,08 watts par kilo moyenné sur 30 minutes. Et ce qui concerne là l'exposition corps entier, donc impliquant les antennes de notre environnement, et 2 watts par kilo pour une exposition venant de notre smartphone tenu contre la tête. Et donc, ceci constitue voilà, les bases et les niveaux recommandés. À ça correspondent, pardon, je reviens en arrière, des niveaux exprimés en volts par mètre et qui sont différents en fonction de la fréquence, tenant compte de la différence de profondeur de pénétration à chacune de ces fréquences. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu court tout ça? On entend, on lit beaucoup de choses, notamment qu'il pourrait y avoir des résonances de ces fréquences gigahertz avec certaines fréquences de moléculaires, de vibrations, vibro-rotation. Il peut y en avoir, mais en gros, retenez qu'en dessous de 150 à 300 gigahertz, qui sont les infrarouges, il n'y a pas de fréquence vibratoire, en tout cas significative, et donc pas de résonance possible. Alors une démodulation, et c'était vrai avec par exemple le GSM et le Time Division Multiple Access, où vous aviez du 217 Hz dans le signal, enfin, vous avez toujours. Est-ce que ça ne peut pas intervenir l'extraction de ces basses fréquences contenues dans un signal lui-même à plus haute fréquence, dans la mesure où ces plus basses fréquences seraient plus proches, par exemple, de fréquences de fonctionnement de notre électroencéphalogramme? Bon, en fait, il faudrait déjà des non-linéarités au sein des tissus qui n'existent plus à 1 GHz, les membranes plasmiques qui sont les essentiels lieux de démodulation possible, sont transparentes dès au-delà de 10 MHz. Également, la démodulation consiste en un affaiblissement finalement de la puissance reçue dans la basse fréquence considérée. Et enfin, et j'en passe, il y a une excellente revue à ce sujet qui nous dit qu'en réalité, on peut oublier ce type de phénomène. Alors, certains diront, et ils ont raison, notre physiologie est électromagnétique, hein, notre système nerveux fonctionne sur base de courants et de champs et de potentiels, mais donc oui, et précisément, il existe un bruit de fond électromagnétique naturel, il faudra donc que tout signal extérieur dépasse ce bruit de fond. C'est ce que vous représente ce caillou qui parvient à faire des ronds dans l'eau s'il a affaire à une mare sans bruit, alors que si vous jetez ce caillou dans une mer agitée, il ne laissera aucune trace. Donc, également, et ça c'est peut-être un petit peu plus difficile à percevoir, mais il faudra aussi que la période de ce signal, quelque part, permette à l'organisme récepteur, pour autant qu'il y en ait, d'avoir le temps de percevoir ce signal qui est passé. C'est un peu comme notre fréquence de fusion visuelle, hein, au-delà de 50 Hz, au-delà de moins de quelques dizaines de Hz, nous fusionnons l'image. Nous ne percevons pas les ultrasons parce que donc la période de l'ultrason est trop, comment dire, petite que pour être perçue finalement par nos organes récepteurs. Et alors, enfin, et ça c'est ce qu'on entend le plus souvent dire, nous sommes exposés à peu, d'accord, mais de façon durable, dès lors qu'on se trouve dans cet électrosmog. Mais je vous l'ai dit, l'action de ces radiofréquences, elle est de type déterministe, classique. Donc, on n'est pas du tout avec des effets stochastiques, on est ici avec des effets déterministes. Il existe nécessairement un seuil toxique. Et donc, on ne peut pas faire le même raisonnement qu'avec le rayonnement ionisant. Alors, et toutes ces études, parce qu'il y en a beaucoup qui sont parues, tellement que leur
tri est devenu une affaire de spécialistes, étant donné que l'objet lui-même de la recherche s'est complexifié. Et par exemple, il est classique de dire que si on introduit des outils d'analyse qui sont de plus en plus sensibles, on va perdre en spécificité. Vous avez par exemple la génomique ou la cytogénétique qui sont extrêmement sensibles en fait à toute comment dire, déviation dans les manipulations expérimentales. Alors, l'étude des populations, notre environnement se complexifie. Si on observe une augmentation du cancer du cerveau chez les utilisateurs de GSM, est-ce qu'on est sûr que ce sera l'utilisation de ce GSM? Des facteurs contingents, et oui, il y a le fameux conflit d'intérêts, croyez-moi, qui peut prendre de multiples formes, et même des gens qui ne sont pas nécessairement intéressés par l'argent peuvent l'être par la notoriété et publient parfois des choses qui sont un petit peu, comment dire, outsiders, avec un peu moins de fondements scientifiques que d'autres. Alors la perception du risque existe aussi dans le chef des scientifiques, il ne faut pas s'en cacher, et enfin le nombre de publications qui est véritablement en explosion. Alors, un problème non des moindres et même majeur ici, et qui s'accentue encore à l'aube de la 5G, c'est la dosimétrie, c'est-à-dire que elle est extrêmement complexe et incertaine, et surtout s'agissant des études de population, un GSM que vous utilisez va vous exposer d'un facteur 1 à un facteur 100 en fonction des conditions de communication. Donc, il est extrêmement compliqué d'évaluer l'exposition effective des personnes. Et pourtant, en tout cas en 2G, en 4G, il y a eu des observations inattendues car non thermiques en l'essence, à savoir dû à un DAS de moins de 4 watts par kilo corps entier ou de 2 watts par kilo, pardon, les 2 watts par kilo sont le niveau recommandé, mais en attendant des effets non thermiques et retenus quand même. Alors, en 2011, l'IARC, le Centre international de la recherche contre le cancer, a classifié les radiofréquences des téléphones mobiles comme cancérigènes possibles en classe 2B. Alors, on est un petit peu pas tout à fait content avec cette classification parce que c'est basé sur des études qui sont empreintes d'un nombre absolument invraisemblable de biais. Néanmoins, voilà, ils ont eu cet acte de prudence. Récemment, l'INERIS en France a fait une revue de littérature sur les effets sur l'électroencéphalogramme et retient quand même pas mal d'études qui nous donnent un effet dont on ne sait pas trop bien l'impact effectif sur la santé, qui est une altération de la puissance des rythmes alpha pour des DAS qui sont de l'ordre de ceux que nous pouvons recevoir d'un GSM en fonctionnement contre la tête. Alors, autres observations qui sont des observations expérimentales, dont une sur laquelle on va un peu s'arrêter, mais notamment l'Université de Bordeaux avec Isabelle Lagroix, en 2018 et 2020, ont publié deux très intéressantes études qui montrent des effets. Je dis, il y a d'autres études que celle-là, mais je retiens des récentes et dont le chef d'expérimentateurs et de chercheurs reconnus pour leur sérieux, des effets, encore une fois, dont on ne sait pas extrapoler d'emblée l'impact éventuel sur la santé, mais surtout le National Toxicology Programme américain en 2018 a sorti une conclusion disant que ces radiofréquences de la 2G, 3G, 4G peuvent être cancérigènes chez le rat, causant un certain type de cancer qui n'existe pas chez l'homme, mais montrer un effet, c'est montrer un effet qu'il soit cancéreux ou pas. Il n'y a personne qui a jamais dit que les radiofréquences, si elles ont un effet, ce sera cancérigène ou autre. En fait, on ne le sait pas. Ce qui est un petit peu gênant dans cette étude, c'est qu'il n'y avait pas d'augmentation significative de la température du groupe exposé par rapport au groupe contrôle, et qu'un récent repassage sur l'étude par le service allemand de radioprotection a pu extraire la donnée comme quoi finalement dans cette étude le groupe exposé a vraisemblablement réduit son métabolisme basal suite à l'exposition aux radiofréquences,
Et ça interpelle, parce que quand on réduit le métabolisme basal, en principe, on réduit le risque de cancer. Alors, notre DAS au quotidien, qu'est-ce qu'il est? Si on est en voiture, ce qu'il ne faut jamais faire, à risque et à risque d'amende aussi, vous aurez au max, et peut-être parfois plus qu'un watt par kilo localement. Et sachez que si vous utilisez comme moi une petite oreillette Bluetooth, eh bien, vous divisez substantiellement cette exposition, ainsi que lorsque vous êtes en usage data transfert avec votre smartphone, ça n'a plus rien à voir avec l'usage contre l'oreille. Un Wi-Fi, vous voyez qu'on descend déjà catastrophiquement, alors que dire du bruit de fond urbain, ce n'est plus grand-chose. Pour un 0,25 voltmètre au maximum dans une toute récente étude portant sur différentes villes européennes, donc ce qui fait l'équivalent de 20 000 fois moins du DAS maximal corps entier, cette fois, que de celui qui est généré par le GSM contre l'oreille. Alors, est-ce que ces effets non thermiques dont j'ai parlé juste avant ils concerneraient finalement qui? L'usager du GSM du smartphone. Est-ce qu'il supporterait l'avis de 2011 de l'IARC? Je vous l'ai dit, il y a trop de billets d'études, c'est un petit peu embarrassant, mais néanmoins, trop de billets d'études dans les études retenues par l'IARC. Ça a été de source sûre une séance de l'IARC qui était assez mouvementée, donc il n'y avait pas de l'unanimité. Leur possibilité de ces effets non thermiques motive en tout cas des avis de prudence concernant l'usage de notre smartphone, utilisation d'oreillettes et poursuite des études en cours des usagers. Et ils impliqueraient, s'ils sont confirmés, une révision des bases des recommandations de l'ICNIRP. Alors, l'usager du GSM risque-t-il à terme un cancer? Eh bien, les études viendront plutôt des études de tendance. Alors, oui, il y a une tendance effectivement à l'augmentation des diagnostics de cancer du cerveau. Et ça, c'est le phénomène du surdiagnostic. On parle de prévention quaternaire en médecine, à savoir qu'à force de faire du screening, on détecte y compris des cancers qui n'auraient peut-être jamais eu de conséquences cliniques. Et donc, ici, on considère que ceci est lié essentiellement à l'affinement finalement des techniques d'imagerie comme l'IRM qui génèrent finalement une augmentation apparente de l'incidence du cancer du cerveau. Alors, les études de cohorte suivies des usagers, il y en a une qui est en cours et qui, concerne pas mal de pays participants. Quelles implications pour la 5G? On y vient. Eh bien, implication de quoi? De la possibilité de cette question des effets non thermiques, finalement. En fait, tout dépend de la fréquence, parce que de cette fréquence dépendra le mode d'exposition. Alors, je vais rapidement aller à la suite, mais essentiellement, ce qui nous interpelle a priori avec des questions d'études nouvelles, c'est plutôt les 3,5, les 26 GHz. Alors, en effet, alors que vous voyez que en 1 GHz, la question du cancer était pertinente, du cancer cérébral, parce que vous voyez en 1 GHz la profondeur de pénétration de l'onde et l'absorption d'énergie effectivement atteint quelques centimètres. Ça n'est plus du tout le cas dès lors qu'on est même en 3 gigas. Au-delà, encore moins, tout se limite en 26 gigas en étant à 1 mm de profondeur. En fait, ok, alors on se dit, circuler, rien à voir en termes de santé. La peau n'est pas qu'une interface, c'est un organe. Il y a l'œil également. Et donc, ce n'est pas parce que cette absorption n'est qu'en surface que pour autant, elle relativiserait la question santé. Oui, elle la relativise dans le sens qu'il faut la reposer autrement, mais elle ne note pas sa pertinence. Alors, j'ai dit quid des effets non thermiques. Je reviens quand même aux effets thermiques, parce qu'en fait, un phénomène en 5G est que justement, il y a une capacité haute de transmission des datas qui peut donner lieu à des émissions plutôt de nature plus pulsatile que dans les générations précédentes. Et
en déant même les normes, les recommandations de l'ICNIRP, il peut y avoir des petits hotspots thermiques. Alors, vous me direz, bon, ça n'est pas bien grave, ça n'est jamais que quelques dixièmes de degrés sur un laps de temps très court. Et donc, tout ça, finalement, s'efface rapidement par une équilibration due à la conductivité thermique très haute de nos tissus, celle de l'eau, hein, on considère ça. Mais il y a du nouveau en ce sens que on se rend compte sur base d'une technique que je vais vous effleurer très rapidement, j'aurais bien voulu vous en parler plus tellement elle est passionnante, mais qui est qu'en fait la conductivité thermique de nos tissus n'est pas celle qu'on croyait et qu'elle est un petit ordre de grandeur inférieur à celle de l'eau précisément. Et donc, on se rend compte qu'une question qui doit être posée à la lumière de ces petits hotspots sous l'effet pulsatile davantage de l'émission en 5G, c'est précisément, n'y aurait-il pas là des effets microthermiques à l'échelle de la cellule ou des tissus? Alors, qu'est-ce qui fait dire ça? C'était en 2013 une publication Princeps dans Nature sur en fait de ce qu'ils appellent la real-time diamond thermometry. C'est une technique absolument passionnante où ils vont finalement isoler un spin dans un cristal de graphite et ils font de la résonance magnétique électronique avec détection optique et mesurent en fait la fluorescence lors de la désexcitation après excitation par un infrarouge, dont la longueur d'onde va être précisément donnée par la température locale. Alors, la résolution spatiale de ces techniques, un 2/10 de micron, donc c'est moins qu'une cellule, et la sensibilité 2/10 de degré. Et la question qui est posée à travers ça, c'est beau de faire des avancements techniques pareils, mais c'est de savoir est-ce qu'il n'y aurait pas un rôle dans la signalétique intra- ou intercellulaire de ces gradients ou de ces hotspots de température inférieure à même 1 degré. Question de recherche. Je n'en ai pas dit plus. Je n'ai pas dit que dès lors, on doit craindre les pulses d'émission que l'on aura en 5G. Je dis c'est une question de recherche. Alors, pour ce qui est des effets non thermiques en 5G, si un effet est non thermique en l'essence ou les effets microthermiques dont je viens de vous parler, ces petits gradients hotspots intracellulaires, intratissulaires, on doit considérer le niveau d'intensité du DAS, le débit d'absorption spécifique, au niveau local. Et de ce niveau dépendrait théoriquement la probabilité d'effet. Or, ce DAS local augmente avec la fréquence, et vous voyez ce graphique d'une récente publication que j'ai faite avec Luc Verscave, c'est que ce DAS local, même s'il est précisément concentré en surface, est plus élevé au fur et à mesure que la fréquence augmente. Alors, quel serait leur mécanisme pour ceux que ça intéresse, je peux en rediscuter, mais on n'a pas trop le temps. Alors, le fait est que plusieurs quand même incitent à l'étude plus avant de ces fréquences que l'on nous promet pour la 5G, dans la mesure où elles n'ont que peu été étudiées jusqu'à présent. Alors, quelles études essentiellement expérimentales qui ont un coût et un délai acceptables, mais les réponses ne seront jamais que partielles et provisoires, parce qu'on ne peut jamais déduire que parce qu'on augmente l'activité de telle enzyme in vitro, ça va avoir des répercussions in vivo. La surveillance sanitaire, qui présente un coût important, mais qui est indispensable et la seule à donner des réponses définitives, mais dont la réponse ne viendra que tardivement. Et alors, avec la 5G, s'introduit un nouveau paradigme dans notre exposition, à savoir qu'il va devenir très difficile de faire de la dosimétrie en 5G. Je souhaite bien du courage à ceux qui s'en occuperont. Alors,
n'oublie-t-on rien? Eh bien, j'avais quand même envie, comme médecin de terrain, de dire que la connectivité et le surplus de connectivité que l'on nous promet ou qui est attendu avec cet effet rebond dont tu nous as parlé avec la 5G, eh bien, tout de même, pose question. Alors, je ne parle pas des écrans pour les jeunes enfants et les troubles développementaux, mais regardez un petit peu ces chiffres interpellants tout de même. C'est qu'un ado et même jusqu'à 25 ans passe en moyenne, nous dit-on, 3 heures par jour sur les réseaux mobiles en 2020. Alors pourquoi sur les réseaux mobiles? C'est parce que beaucoup s'enferment dans leur chambre à clé et les parents ont beau tambouriner, va te coucher, il est l'heure, passent parfois jusqu'à 1 heure du matin sur leur écran. Et donc, parce qu'on ne va pas couper Internet, et ça a des impacts qui, à mon avis, en fait non, qui sont bien mesurables déjà avant de parler d'effets potentiels de la 5G sur la santé en termes de décrochage scolaire, en termes de carence de sommeil, de troubles neuropsychologiques, comportements d'addiction, troubles de l'attention. Vous avez peut-être entendu récemment, on en a parlé dans les médias, de sédentarisation avec augmentation du poids, alors, ou plutôt c'était la myopie, je crois, dont on a parlé plus récemment. Et donc, ce n'est pas les références scientifiques qui manquent à l'appui de ce que je vous dis là. Et récemment, quelques académies se sont unies en France pour lancer un appel précisément et sensibiliser à ces aspects qui ne sont vraiment pas des moindres, dit du point de vue du médecin que je suis. Alors, on parle aussi de l'environnement avec surtout, je dirais, 26 GHz, qui est une fréquence qui ne sera peut-être pas tout de suite présente. À partir du moment où la longueur d'onde se rapproche de celle eh bien, des insectes, de l'épaisseur de certaines plantes, de feuilles, bon, c'est encore au-delà dans les fréquences, mais effectivement, les insectes vont prendre plein pot ces ondes à partir de 30, mais plutôt un peu au-delà, gigahertz. La question se pose de savoir dès lors si, comme nous, ils ne risquent pas aussi des effets et donc sur leur santé. Donc se pose aussi cette question-là de façon plus, je dirais, cruciale ou plus prégnante s'agissant de ces hautes fréquences de la 5G que dans le cas des fréquences de la 2, 3, 4G auxquelles ces insectes sont quasiment, entre guillemets, transparents. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jacques. Bravo pour cet exposé. Quelques-uns applaudir dans la salle. C'est gentil. Bon courage. Voilà, alors je pense qu'il risque d'y avoir une série de questions. J'ai regardé un petit peu dans le chat. Il y avait une série de questions, mais dont tu as répondu, en fait, au cours de ton exposé. Question aussi du tout début, disait quel était le risque d'avoir cette augmentation de température, finalement? Quelles étaient les conséquences sur les tissus? Mais tu en as un peu parlé avec les études. Aussi une question sur les insectes et les petits animaux. Il y avait une question aussi qui concernait les électrosensibles. Comment explique-t-on les symptômes que subissent ces personnes? Est-ce qu'on a des études là-dessus? Est-ce qu'on a des... Alors, il y a eu beaucoup d'études de provocation de symptômes double aveugle, donc c'est-à-dire que ni l'expérimenté ni l'expérimentateur ne savent si oui ou non le rayonnement est présent ou pas. Études de perception, de provocation de symptômes, etc. Il y en a eu beaucoup qui, jusqu'à présent, n'ont pas pu établir un lien de causalité entre la présence du rayonnement et les symptômes ressentis. Actuellement, je vous conseille vivement de contacter Maryse Ledan chez Sciensano qui effectue une étude à laquelle nous participons en tant que comité d'accompagnement avec Catherine Boulan à l'ULB, donc qui utilise un protocole d'exposition original parce qu'un des reproches qui était fait par rapport à ces études était le fait que ça se passe en labo et donc que ça ne reproduisait pas exactement le real life conditions. Alors, il y avait quelques questions aussi qui demandaient des conseils pour un usage plus sécuritaire de nos GSM, privilégier le Wi-Fi plutôt que la 4G ou la 5G, mettre des oreillettes filaires, préférables à l'oreillette sans fil. Est-ce que vous avez des conseils à donner?
Les conseils, alors oui, bien sûr, vive le Wi-Fi. Hein. Vous avez vu l'exposition du Wi-Fi à 1 mètre, il n'y a pratiquement plus rien. Et donc, bien sûr, attention par contre, si vous utilisez un ordinateur portable avec un Wi-Fi, vous serez plus exposé de votre ordinateur portable si vous l'avez sur les genoux, de par sa carte émettrice. Que du Wi-Fi. Moi, personnellement, j'utilise une oreillette Bluetooth. Une oreillette qui, en Belgique, c'est la classe 3, elles n'ont que 10 mètres de portée. Hein. Si vous faites le test, elle vous dira tout de suite quand vous quittez la pièce que vous ne captez plus, qui expose à 3 fois rien. Hein. C'est de l'ordre de quelques milliwatts par kilo de DAS local, tandis que l'oreillette filaire nécessite que vous ayez quelque part le GSM si vous bougez en permanence sur vous. Et donc, vous allez peut-être, au lieu d'exposer la tête, exposer la moelle osseuse iliaque, ce qui n'est peut-être pas une meilleure idée finalement. Et donc, et en plus, le fil a un petit effet d'antenne, dit-on. Mais donc, ceci qui vous permet de laisser votre GSM à distance en plus est sûrement la meilleure solution. Voilà. Alors, il y avait aussi une question. Est-ce que les décideurs politiques écoutent l'avis des médecins, donc l'avis médical? Bien sûr, il y a les lobbies, ou bien est-ce qu'ils sont plus soumis à l'influence des lobbies? Donc, comment est-ce que vous percevez votre action directement? Est-ce qu'on écoute les médecins? Si je veux parler de l'expérience que j'en ai moi personnellement, donc en Belgique, donc je suis au Conseil supérieur de la santé depuis 2004, donc je n'étais pas partie prenante de l'avis qui a donné lieu à l'édiction des normes belges. C'était un avis donné en 2000, puis qui a été révisé en 2009, mais là j'ai fait partie plutôt des personnes entendues, non pas rédactrices. Mais ça m'a donné envie de penser que le politique écoutait, en tout cas, c'était à l'époque la réalité, puisque cette norme de 3 voltmètres qui avait été proposée à l'époque était passée, je dirais. Voilà, je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise norme, toujours est-il que voilà de l'expérience du passé. Maintenant, qu'en sera-t-il de l'avenir?